était une fois la Révolution. Je pense que c'est un des plus beaux films que j'ai dû voir. Maintes fois vu. Avec E.T., hein, je pense. Voilà. Bref, Art aussi. Magnifique. Rencontre du troisième type. Un autre film, si vous voulez voir un choc qui est magnifique aussi, qui est tout récent, il y a 2 ans, 2-3 ans. Le réalisateur de James Bond, c'est. Avec les Daniel Craig, c'est 1917. C'est un jour où vous pouvez l'occasion de le voir, il est magnifique aussi. Donc c'est parti, la deuxième suite. Là où je m'étais arrêté, hein, le Tibet et les contacts extraterrestres, petit 2. Et autant recommencer tout de suite. Voilà. Eh oui. On n'en fait plus des films comme ça, malheureusement, c'est tellement beau. C'est puissant, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Ah, surtout le message qui est très fort aussi. Alors, si cette information de Péniel est correcte, c'est la suite, hein, petit 2. Le Tibet ne serait pas qu'un haut lieu de visite extraterrestre, mais aussi un pôle d'attraction pour les survivants d'anciennes civilisations vivant en divers endroits souterrains de la planète. Intraterrestre. Ces visiteurs très évolués se rendent régulièrement dans des monastères tibétains disposés à les accueillir en échange d'enseignements philosophiques et d'informations sur la vie extraterrestre et les civilisations intraterrestres, sous terre. Mais ce qui rend ces propos, donc la Terre creuse, hein, forcément, de John Péniel particulièrement remarquable est le fait que le célèbre médium Edgar Cayce avait prédit qu'un maître du nom de John Péniel ferait son apparition vers la fin des années 1990 pour préparer l'humanité au cataclysme qui allait survenir. On peut déjà conclure des comptes rendus d'Orville, d'Adamski et de Péniel que le Tibet est très actif en ce qui concerne les visiteurs de civilisations technologiquement évoluées extérieures à notre planète ou vivant à l'intérieur de la Terre. Historiquement, ces visiteurs ont transmis à divers monastères tibétains une grande quantité de connaissances philosophiques et technologiques qui ont ensuite été conservées dans des manuscrits remontant au temps des plus anciens. De nombreux monastères tibétains ont été pillés et détruits par des factions adverses des gardes rouges de Mao pendant la révolution culturelle chinoise de 1966 à 1976. Ce saccage d'objets et de temples religieux s'est aussi répandu dans toute la Chine, mais le premier ministre Zhou Enlai, on dit comme ça, est personnellement intervenu pour empêcher la destruction de certains manuscrits tibétains, dont plusieurs décrivaient d'anciennes machines volantes. Hartwig Hausdorff, l'auteur de le Roswell chinois, explique ce qui s'est passé. Les plus importants textes canoniques du bouddhisme tibétain sont le Kagyu, ce qui signifie littéralement la traduction des paroles de Bouddha, et le Tangur, soit la traduction des traités, c'est-à-dire la totalité de l'exégèse des paroles du Bouddha. Ces textes constituent le livre saint du lamaïsme tibétain. Si ces textes existent encore, cela est simplement dû à la chance. À mi-chemin du régime communiste de Mao Zedong, alors que la révolution culturelle battait son plein, les gardes rouges, dans une rage aveugle envers tout ce qui appartenait au passé et à la tradition, détruisirent toutes les antiquités qu'ils purent trouver. Les anciens textes sacrés du bouddhisme figuraient en tête de liste des instruments réactionnaires à éliminer. Heureusement, un moment arriva où même les plus éminents chefs politiques jugèrent que cette destruction avait assez duré. Nul autre que Zhou Enlai, Premier ministre de la République populaire de Chine et homme d'une grande culture, ordonna à plusieurs troupes de l'armée régulière chinoise d'empêcher ces hordes déchaînées de détruire à jamais d'irremplaçables trésors culturels. Aujourd'hui, près de 500 Tibétains archivent et entretiennent d'anciens registres et manuscrits du monastère de Dorje, site de la maison d'édition d'État. Le gouvernement central de Beijing déploie maintenant de grands efforts pour préserver les différences et les particularités des subdivisions autonomes tibétaines de la Chine et pour promouvoir l'héritage culturel de chacune. Il importe de se rappeler que le dirigeant du parti communiste Zhou Enlai fut aussi un fervent partisan et un important soutien de Zhang Yushen dès son arrivée des États-Unis en 1995. Pendant la révolution culturelle, la 5e académie de Tsin, rebaptisée ministère 7e de la construction de machines en 1964, fut tenue à l'abri des bouleversements politiques et dotée des ressources nécessaires à la poursuite des programmes spatiaux et des missiles nucléaires de la Chine. Parallèlement, Tian accumulait la
plus de renseignements possibles sur le phénomène OVNI, l'origine, écoutez bien, des vaisseaux et les technologies évoluées qui avaient servi à la construction de ces véhicules. Parce que, de toute façon, depuis les Vimana, ça a toujours été comme ça aussi. Dans l'hindouisme, bon, il y a 10 000 ans. L'immense collection de textes bouddhistes tibétains, aujourd'hui entre les mains des autorités du Parti communiste, renferme de très importantes informations historiques sur les visiteurs extraterrestres et les engins aériens construits au temps des Atlantes antédiluviens. Atlantes, d'accord, dont certains sont restés fonctionnels à l'intérieur du Tibet. Le plus important est que le Tibet est encore de nos jours à l'épicentre de contact direct avec des civilisations technologiquement évoluées, que celles-ci soient extraterrestres ou intraterrestres, sous terre. Il y a aussi beaucoup de bases en dessous des montagnes, comme au volcan Popocatépetl au Mexique. Bon, j'avais dû faire des vidéos dessus. On voit souvent des ovnis cigars géants d'1 kilomètre de long qui rentrent dedans, ou des boules. Bon, bref. Comme par hasard, ça se dirige directement dans le volcan. Donc, forcément, il y a quelque chose en dessous. Et pas forcément que dans les volcans. Intraterrestre, ça peut être un peu partout. L'un des plus grands ufologues chinois, Sun Shili, a parlé d'extraterrestres vivants et travaillant en Chine, ainsi que le rapportait le 7 juillet 2002. 2002, c'est pas si loin quand même. Un article de China Daily intitulé Extraterrestres en vie Chine avec les officiels ministres. Bon bref, des Haïti vivent parmi nous, dit un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères de la Chine. Si l'on songe à la vague récente d'observations d'OVNI au-dessus de la Chine, il convient de signaler le point de vue de Sun Shili, fonctionnaire retraité du ministère des Affaires étrangères, aujourd'hui président de l'Organisation chinoise pour la recherche sur les OVNI à Beijing. Ce dernier croit que les Yanshengren, c'est comme ça qu'ils disent, Yanshengren, extraterrestres, vivent parmi nous. Aujourd'hui, Sun n'exclut aucune possibilité, y compris que des extraterrestres puissent vivre et travailler au sein de la société chinoise. Opinion souvent difficile à refuter. Le travail scientifique de Sun Shili sur la technologie des ovnis extraterrestres vivant parmi la société humaine en dit long sur l'histoire du Tibet. Écoutez bien. Des scientifiques chinois ont-ils récemment eu des contacts avec des extraterrestres en visite au Tibet ou dans d'autres territoires de la Chine, avec pour résultat une assistance secrète dans leur programme de développement technologique. Dans l'affirmative, cela corroborerait l'insertion de Sun, selon laquelle d'anciennes traditions culturelles soutiennent que la Chine serait la terre des déités ou des dieux extraterrestres, et qu'elle apporte, qu'elle apporte de rechercher l'harmonie entre les humains et les cieux. Cette déclaration permet de supposer que l'assistance technologique consenti par les dieux extraterrestres aux dirigeants chinois ou aux inventeurs vertueux de l'Antiquité perdure durant notre ère. Raymond Keller, professeur d'histoire et linguiste, retraité et ayant travaillé dans 44 pays, dont la Chine, où il a enseigné l'anglais, appuie la notion voulant que des extraterrestres possèdent au Tibet une base à partir de laquelle ils viennent en aide aux citoyens chinois, tant sur le plan technologique que sur le plan spirituel. Sa série d'ouvrages, la trilogie de Vénus, pose un œil critique sur les éléments historiques et scientifiques qui démontrent que la planète Vénus est le port d'attache d'un groupe d'extraterrestres, donc tout de suite on pense à Adamski, qui visitent régulièrement la Terre, ainsi que l'assurait dans les années 50 Adamski et d'autres individus ayant eu des contacts extraterrestres dans Vénus trilogie Rising. Keller soutient que les autorités chinoises ont conclu des accords secrets avec les extraterrestres qui visitent régulièrement le Tibet et qui ont également infiltré la société chinoise. Ça me rappelle le premier ministre, l'ancien premier ministre russe Medvedev, qui disait qu'il y avait une mallette top secrète et dont les extraterrestres ils pouvaient visiter la Terre et repartir là d'où ils viennent. Alors évidemment, ça a tourné un peu à la rigolade dans cette histoire-là, mais bon, si vous pouvez recharger la vidéo, Medvedev, ancien premier ministre russe, avec une mallette top secrète, et le gouvernement il est au courant de ça, bon, avec des extraterrestres. Oui, on n'est pas dans un... Bon. Keller affirme avoir rencontré Deborah Bergara, une soi-disant visiteuse extraterrestre, bon là, soi-disant, à l'occasion de son passage en Chine. Quand je lui ai demandé ce qui l'a mené en Chine, Deborah a répondu qu'elle allait au Tibet se joindre à d'autres Vénusiens rassemblés là-bas en prévision de l'arrivée de deux vaisseaux mers devant atterrir en deux endroits différents au distinct des lacs au nord de Lhasa. Keller dit avoir demandé à Deborah ce qu'elle faisait en Chine. Elle lui a parlé d'un groupe de recherche interplanétaire très secret que le gouvernement chinois avait mis sur pied.
Je suis provisoirement traductrice du portugais au mandarin. D'ailleurs, c'est la langue la plus parlée au monde, pratiquement le mandarin, je pense. Enfin, pratiquement. Dans le cadre d'un projet très secret du gouvernement brésilien, je suis aussi affecté, parce que bon, on dit toujours l'anglais, mais bon, au programme de recherche interplanétaire de la République populaire de Chine au lobe nord, dans le Xinjiang. Nous, les Vénusiens, pensons que la Chine deviendra au fil des décennies un rayon d'espoir pour les peuples de la Terre, comme l'ont été les États-Unis. Soulignons que le lobe nord, dans le Xinjiang, est le site des premiers essais des missiles balistiques nucléaires de Tianyunshen, dont le premier fut testé à la base de lancement de Jingkan, dans la province voisine de Gansu. Il est fort probable que l'occasion d'une ou de plusieurs de ces visites de l'aube nord pour superviser le programme de missiles balistiques chinois Tian a été approché par des extraterrestres et que ceux-ci aient formulé leurs inquiétudes quant à ce programme d'armes nucléaires. Cela corroborerait certains événements ayant eu lieu aux États-Unis, notamment quand des extraterrestres sont partagés auprès de l'administration de Eisenhower, dont l'arrière-petite-fille c'est Laura, fait des recherches de toute façon, qui est toujours là, évidemment, bon, bref, et qui parle aussi des programmes spatiaux secrets. Les craintes que leur inspirerait le développement d'un armement nucléaire, qui plus est lorsqu'il était aux États-Unis, Tsien avait pu se familiariser avec l'interplanétaire phénomène unité des phénomènes interplanétaires, donc on imagine extraterrestres, mis sur pied par le rassemblement des forces armées des États-Unis pour enquêter sur les ovnis et plus en généralement sur la question extraterrestre. Si les extraterrestres avaient approché Xi'an ou d'autorités gouvernementales chinoises et exprimé leur appréhension au sujet du programme d'armement nucléaire national, la création d'une organisation sur le modèle de l'IPU, unité des phénomènes interplanétaires, aurait été d'une décision prudente, sachant que Xi'an connaissait la façon dont les forces armées des États-Unis avaient coordonné leur enquête de la vie de la technologie extraterrestre. Il était logique de lui confier la direction d'un projet chinois similaire. Ces parallèles étayent l'affirmation de Keller sur laquelle la Chine participe de façon continue à un programme de recherche interplanétaire avec des unitaires extraterrestres et que ce programme a eu lieu dans la région reculée de l'Homme Nord. Xi'an a très certainement été un joueur du premier plan dans la mise sur pied d'une telle organisation, puisqu'en tant que directeur de la 5e académie qui était responsable de la construction de missiles balistiques du programme d'ogive nucléaire, il devait se rendre au lobe nord. J'ai dit dans les Nordiques programmes spatiaux secrets à extraterrestres, c'est le tome 2, oui, c'est ça, que depuis le début des années 50, des extraterrestres nordiques d'apparence humaine aidaient des scientifiques de différentes sociétés américaines à développer des technologies évoluées destinées à un futur programme spatial secret. Quand les scientifiques américains se retrouvaient coincés par un problème technique ou de conception, les extraterrestres intégrés à l'entreprise leur prêtaient main forte. Il semblerait qu'un processus similaire ait été adopté en Chine et que Xi'an, avec d'autres scientifiques de la 5e académie, en est fait partie. Mais il faudrait des décennies avant que Xi'an et le gouvernement chinois disposent des ressources nécessaires pour s'engager dans la tâche monumentale de rétro-ingénierie des artefacts extraterrestres, évidemment, et tibétains d'anciens qu'ils détenaient. Keller fournit des indications complémentaires sur les raisons qui font du Tibet une plaque tournante des contacts extraterrestres quand il expose le lien du Tibet avec une civilisation extraterrestre du désert de Gobi voisin. Il explique comment le lac Namtso au Tibet est depuis longtemps un épicentre des rencontres entre humains et extraterrestres. Il y en a, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui nous... Non, mais c'est tout, voilà. À un moment, il faut quand même se rendre compte que la Terre, c'est rien du tout. Alors, je ne veux pas dire qu'on n'est pas non plus une merde, bon, c'est pas ça que je veux dire. Mais qu'il y en a qui s'imaginent encore qu'on est les seuls êtres dans le sang de l'univers. C'est pas que j'ai envie de rire, mais c'est pire que ça. Bon, à un moment, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, voilà. Faut passer à autre chose. Bon, voilà, c'est tout. Mais quand tu lis des livres comme ça, évidemment, il y en a qui vont critiquer, il y en a qui vont trouver super, il y en a qui vont se poser des questions. Bon, c'est bien parce qu'au moins, il y a des... Bon, voilà, comme ça, les gens, ils se disent, tiens, qu'est-ce que c'est de ce truc? Alors, évidemment, il faut vous lire les 3 premiers tomes. Ça serait quand même mieux avant. Puis quand on regarde bien, tout y correspond. Tout y correspond avec des recherches que j'ai déjà fait sur Internet, avec des autres livres. Tout y correspond, c'est ça qui est incroyable. Avec Mars, la Lune, tout ça, Adamski, je veux dire, bon... Andreas, tout ça, il y a toujours un truc qui correspond, il y a un lien, et ça correspond tout le temps. Voilà. Bon,
Il explique comment le lac de Namsto au Tibet est depuis longtemps un épicentre des rencontres entre humains et extraterrestres et précise que c'est là qu'Adamski a été emmené dans son enfance, oui, qu'il a rencontré pour la première fois des extraterrestres de passage à l'âge de 12 ans. Hein, c'est ce que j'avais dit dans la première vidéo. Dès le début de la vie sur Terre, le lac Namsto a été un point de repère pour les vaisseaux vénusiens qui pénétraient à l'intérieur de l'enveloppe atmosphérique de votre monde, se rendant visibles dans leur déplacement jusqu'à Shambhala. Un peu plus au nord, dans la région du désert de Gobi, les moines tibétains sont parfaitement au courant. La grande fréquence des visites d'extraterrestres à bord de leur vaisseau étincelant a incité les moines à considérer tout le lac comme une porte secrète vers les étoiles, Stargate, et à construire un monastère dans une de ces îles. Magnifique film aussi, en passage, c'est vrai que j'avais oublié, mais c'est pas dans le même genre. Ce lac est le plus haut lac salé du monde et l'on se baigne dans ces eaux cristallines pour leurs vertus thérapeutiques. Bon, ça, je veux bien y croire. De toute façon, moi, je vais souvent voir un magnétiseur en ce moment parce que bon, il y a toujours des petits trucs dans la tête. C'est normal avec tout ce que j'ai eu. Hein, bon. Mon hernie, tout ça. Et puis bon, maintenant j'attends avec une réponse avec l'avocate pour voir si, en espérant que je vais reprendre par la suite le boulot, hein, parce que j'espère. Hein. Contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas au palais de Potala de Lhasa que l'oncle Sidney a emmené le petit Georges Adamski, âgé de 10 ans, voilà, 10 ans, bon, qu'il étudie au pied de certains des plus grands maîtres ascensionnés, mais ici. La négation de Keller rejoint les récits historiques sur lesquels des lamas sont en contact avec des extraterrestres ou des représentants d'une civilisation intraterrestre. Oui, parce que ça peut se relire. Il y a aussi Osni, sous l'eau. Désireux, voilà, ouais, c'est ça le problème. Désireux de faciliter l'évolution de l'humanité, Keller affirme que le désert de Gobi abrite la cité légendaire de Shambhala et que celle-ci participe à l'interaction historique entre les Tibétains, les Chinois et les civilisations évoluées vivant dans l'intra-terre ou venues d'autres planètes. Bon, je pense que c'est les deux, ça c'est sûr et certain. Voilà, je coupe là. Deuxième petite partie du Tibet et les contacts extraterrestres. Et on se reverra certainement à la nouvelle année. Pas avant. Voilà, donc ça va vite passer. Encore une fois, j'ai rien vu l'année. Rien vu du tout. C'est tellement passé vite, malgré toutes les merdes que j'ai eues entre deux. Donc je m'en remets tout doucement, ça va. Je fais beaucoup de marche aussi, je commence à... Voilà, j'ai même arrêté pratiquement les médicaments parce que ça me foutait en l'air. Trop de médicaments, surdosage, j'ai dû arrêter. Je préfère faire de magnétiseur autre chose. Ostéopathe, tout ça c'est quand même mieux. Et des gélules à base de poisson, de sa vitamine, voilà. Je commence à me remettre un peu plus dans le truc. Voilà, comme ça, sinon après je vais... Après c'est pas bon, il faut essayer quand même de faire d'autres choses à côté. Malgré mon hernie qui est encore douloureuse. C'est pour ça que c'est pas évident. Voilà, le Tibet, les contacts extraterrestres, partie 2. Et je vous dis bonne année d'avance. Tout ça, on y est bientôt. Et puis à la prochaine vidéo. 2021. Voilà, merci, à bientôt. Je sais pas ce que je balance. A plus.